Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 341, fin du tournoi des ténèbres. Monde humain, île du coup suspendu. Comment diable as-tu oublié qu'il y avait une flèche avec le poison de Samael? Dreg a demandé, sans prendre la peine de cacher sa voix. Je n'ai pas fait de gestion de stock depuis un moment, répondit James en haussant les épaules. Bref, je m'en suis souvenu au bon moment, non? Ça n'aurait pas d'importance à long terme, répondit Dreg. Après avoir atteint le niveau roi divin, tu aurais gagné, finalement. C'est vrai, dit James en hochant la tête. Sur ce, James s'arrêta pour regarder autour de lui. Il vit une arène complètement détruite et de nombreux démons qui n'avaient pas survécu au conflit. J'imagine que le tournoi devra continuer dans l'ancien stade, hein, demanda James en se grattant la nuque. Personne ne va me demander de payer pour ça, si? Je ne pense pas que ce soit le cas, dit une douce voix masculine à la gauche de James. En regardant dans la direction de la voix, James vit Sakyo, suivi du jeune Toguro s'approcher. D'accord. James hocha la tête. Mais pour être honnête, je ne pensais pas que l'un d'entre vous survivrait. Quand cette chose, ce dragon, a percé le plafond, je ne pensais pas que nous survivrions non plus, dit Sakyo en secouant la tête. Bref, ça vaut le coup de continuer ce tournoi. Il est évident que ce n'était qu'un terrain de jeu pour toi. Ce n'est pas vraiment un terrain de jeu, répondit James en secouant lui aussi la tête. Participer à ce tournoi était exactement ce dont j'avais besoin pour atteindre le niveau de force que j'ai aujourd'hui. Où est Yuzuki? Demanda Toguro après une brève pause dans la conversation. Maintenant que tu le dis. James s'interrompit en regardant où se trouvait la barrière d'Irène. C'est une bonne question. Tournant la tête vers l'avant, James porta sa main droite à son oreille droite et un cercle magique de communication apparut au bout de ses doigts. Salut, Irène, dit James d'un ton enjoué. Oui, tout est réglé ici. Rizvim est mort, et Acnologia aussi. Alors, où es-tu allé? Oh, es-tu rentré à la maison? Comment va maman? Eh bien, exactement ce que j'espérais. Bien sûr, si tu veux. D'accord, je serai là à ton retour. Un instant plus tard, James a dissipé le cercle de communication et s'est concentré sur Sakyo et Toguro. Ils sont allés chez moi à Kyo, dit James, répondant enfin à la question de Toguro. Ils devraient bientôt arriver. Je vois, répondit simplement Toguro. Oh, et Sakyo, dit James après avoir reçu la réponse de Toguro. Oui, répondit Sakyo, curieuse de savoir ce que James pouvait bien vouloir de lui. Même si vous gagnez tout l'argent de vos paris, vous ne pourrez jamais ouvrir un portail vers le monde des démons. Surpris que James connaisse son objectif ultime, les yeux de Sakyo s'écarquillèrent. Comment le sais-tu? Demanda Sakyo. Je suis l'un des 5 grands satans des enfers. Mon réseau d'informations est bien plus vaste que vous ne le pensez, dit James en souriant. Un vaste réseau d'informations, mon cul, ricana Dreg. La seule raison pour laquelle tu le sais, c'est grâce à tous les souvenirs de ta vie passée. Je sais, non, répondit James intérieurement. Mais ça me paraît bien plus cool et ça me rend plus mystérieux, non? Tout ce à quoi tu penses, c'est à être beau et à embêter les gens, dit Dreg, se moquant une fois de plus. Au lieu de répondre, James se contenta de sourire. Même si cela provoqua chez Sakyo un sentiment différent. C'était l'œuvre de ma vie, dit Sakyo, abattu. Que dois-je faire maintenant? Tu pourrais te réincarner en démon, suggéra James. Toutes tes ressources dans le monde des humains seraient précieuses pour les enfers. De plus, tu auras l'occasion de te renforcer personnellement. N'ayant jamais entendu parler des pièces maléfiques, ni de la réincarnation du diable, Sakyo était intrigué. Il était néanmoins un peu découragé d'apprendre que tous ses plans avaient échoué. Cependant, avant qu'il puisse poser la moindre question sur la proposition de James, un cercle magique de téléportation apparut derrière lui. Un instant plus tard, Irène, Léona et tout ce qu'elle avait téléporté loin de l'île du coup suspendu, réapparurent dans un éclair de lumière. « Maman, pourquoi es-tu là ?» demanda James en s'approchant de sa mère avant de la serrer dans ses bras. « Mon bébé me manquait », répondit Léona en la serrant dans ses bras. En plus, la maison était tellement ennuyeuse et tout le monde se disputait. James ne put que rire en voyant la moue agacée de sa mère. Il regarda ensuite Irène en souriant. « Merci de protéger tout le monde, Irène, dit James. »« Ce n'est pas un problème, » répondit Irène avec un sourire. « Alors comment as-tu réussi à avoir la mère et la fille en même temps ?» demanda Léona en poussant James du coude. « Tu sais, Lana va être vraiment jalouse quand elle apprendra ça. » En réponse, James ne put que rire maladroitement. Même si quelque chose d'Oyakodon serait bien, il n'était pas sûr de pouvoir avoir Ria et Venlana. Après tout, il considérait toujours Venlana comme une tante. En même temps, l'idée lui plaisait plutôt depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Et, qu'est-il arrivé à ce gros dragon? Demanda Kuwabara après avoir inspecté les lieux. Alors pourquoi son corps est-il ici? Il ne s'est pas transformé en une brume sanglante avant notre départ? Soupirant intérieurement de soulagement que quelqu'un ait dit quelque chose qui l'empêcherait de répondre à la question de sa mère, James se tourna vers la flaque géante de substance gluante et malodorante qui était autrefois Acnologia et la pointa du doigt avec un sourire. Il est là, dit James.
En regardant dans la direction que James indiquait, tout le monde avait des expressions confuses lorsqu'il pensait à cette boue comme étant Acnologia, le dragon noir super puissant et intimidant qui détruisait la majeure partie de l'arène. Que as-tu fait pour transformer cette chose en ça demanda Jean, incrédule. Eh bien, j'avais une flèche trempée dans le poison de Samael et... James haussa les épaules. Alors que les gens qui connaissaient Samael regardaient James avec choc, ceux qui ne le connaissaient pas étaient complètement confus. Quand tu dis Samael, tu parles de celui qui a trompé Adam et Ève en leur faisant manger le fruit défendu? En entendant cette question, tous, sauf celui qui la posait, regardèrent instinctivement dans la direction d'où venait la question. Cependant, en voyant qui la posait, ils furent choqués. Quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Demanda Keiko en reculant nerveusement. La plupart des gens furent surpris que Keiko se joigne à la conversation. Pendant ce temps, ceux qui connaissaient déjà Samael la regardaient avec curiosité. Keiko, es-tu chrétienne? Demanda James d'un ton curieux. Non, pas du tout, répondit Keiko en secouant la tête. Mais je trouve les mythes et les religions intéressants. C'est pourquoi je lis beaucoup de textes religieux et de mythes. Je comprends, répondit James. Bref, le venin de Samael est la chose la plus mortelle pour un dragon, tous royaumes confondus. Du coup, ça l'a complètement divisé. Bien que tout le monde n'ait pas compris l'explication de James, tous acquiescèrent. James désigna alors le corps de Rizvim. Quant à lui, il a simulé sa mort aux mains d'Acnologia. Puis, il a tenté de m'attaquer sournoisement, dit James en haussant à nouveau les épaules. Alors j'ai simulé ma mort aussi, je l'ai obligé à me raconter comment il m'avait caché sa présence, volé l'artefact qu'il utilisait et l'a tué. On dirait une mort de Mortal Kombat, commenta Léona après avoir vu le corps de Rizvim. NT, merci Sika-Barrio. Jean-Ké hocha la tête tandis que James souriait, pensant la même chose. Si vous pensez cela, vous l'auriez manqué si vous l'aviez vu en personne, a déclaré James. Merde, j'aurais aimé, dit Léona en faisant la moue. Bref, passons à quelque chose d'important, dit James en tournant son attention vers Sakyo et Toguro, qui attendaient patiemment. Que allons-nous faire pour terminer ce tournoi? En entendant cela, les yeux de Koto s'illuminèrent. Elle vivait pour le tournoi d'arts martiaux noirs, et le laisser inachevé lui laissait un goût salé. Cependant, en entendant la réponse de Sakyo à la question de James, elle ne put s'empêcher de se sentir découragée. Ça me semble inutile, dit Sakyo en secouant la tête. Même si Toguro battait Urameshi, je ne pourrais jamais battre Kuwabara. Immédiatement, tout le monde, y compris Toguro, fut d'accord avec la déclaration de Sakyo. Et puisque tu m'as clairement fait comprendre que le travail de ma vie ne marcherait pas, continua Sakyo d'un ton abattu. Je n'ai vraiment plus de raison de vivre. Tu vas te suicider? Demanda Kuwabara, curieux. Attends une seconde, interrompit James. Ne réponds pas à cette question avant que j'aie le temps d'expliquer ma proposition, d'accord? Sakyo hocha simplement la tête en guise de réponse. Elle savait que si James ne voulait pas qu'elle meure, elle ne pouvait pas se suicider. Du moins, jusqu'à ce que James le lui permette. Et toi, Toguro? Demanda James. J'aimerais toujours combattre Yuzuki, dit Toguro, son expression inchangée. Alors, toi aussi, tu veux mourir, hein? Demanda James, surprenant les membres de l'équipe Urameshi, Janké et Toguro lui-même. Au lieu de désespérer de la mort de tous tes disciples d'il y a 50 ans, ne vaudrait-il pas mieux élever une nouvelle génération? Ou si former des enfants est trop difficile pour toi, tu peux faire quelque chose qui les fera sourire. Apporter des sourires? Demanda Toguro, la confusion lisant sur son visage, même avec ses lunettes de soleil. Oui, je connais un certain démon qui adorerait t'avoir dans sa pairie, dit James avec un large sourire. Elle adore faire sourire les enfants. En voyant James sourire, Toguro ressentit un frisson de terreur, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Pendant ce temps, Irène ne pouvait que fixer sa paume. Après avoir vu l'état d'Issa, elle savait que ce serait difficile si Toguro acceptait l'offre de James. Pendant ce temps, Léona dut s'éloigner du groupe, accompagnée d'Erza pour la protéger, afin de ne pas ruiner le plan de James avec son rire débridé. Yuzuki, tu n'as jamais voulu combattre Toguro, de toute façon, demanda James. Vraiment, répondit Yuzuki. Si je n'avais pas été obligé de participer à ce tournoi, je ne serais même pas venu le voir. Hochant la tête en signe de compréhension, James tourna son regard vers Toguro. Et voilà. James haussa de nouveau les épaules. Combattre Yuzuki maintenant aurait été inutile. De plus, avec l'entraînement du maître, tu aurais probablement perdu même si Yuzuki cachait encore ses émotions. Bien que Toguro n'ait pas été convaincu par la déclaration de James, tous ceux qui s'entraînaient avec Skatash hochèrent vigoureusement la tête. Après quelques échanges, James récupéra le corps de Rizvim. Le groupe entier se téléporta ensuite au manoir de James à Kuo, y compris Koto et Juri. Bien qu'il ne les considérât pas comme dignes de la noblesse, James avait un projet ambitieux pour eux deux. Considérant qu'ils ont servi d'arbitre pendant le tournoi des ténèbres, James a décidé qu'il obtiendrait les emplois de Koto et Juri en tant qu'arbitre pour les jeux de classement, car il doutait qu'il y ait un autre tournoi d'arts martiaux noirs après le fiasco qui s'est produit aujourd'hui. James avait également des projets pour les démons vaincus, qui s'étaient rendus à Kuo avec lui et les autres. Il prévoyait de présenter Ravel à Chu, Rinku, Jin et Tuya. Elle aurait besoin de quelques pièces expérimentées pour accroître sa noblesse, même si elle n'avait pas encore surpassé le quatuor de démons.
Quelques heures plus tard, une fois tous les combats terminés, James ramena l'équipe Urameshi et son entourage à Neck Island, plus précisément, à l'hôtel où ils séjournaient, pour récupérer leurs bagages avant de téléporter Yuzuki, Kuwabara, Keiko, Shizuru et Botan à Tokyo, où ils pourraient reprendre leur vie normale. Yukina, quant à elle, décida de rejoindre la pairie de Ravel après l'invitation persuasive de ce dernier, aux grandes dames de Yei. Cependant, il dut garder ses pensées pour lui, car il voulait garder secret son appartenance aux frères de Yukina. Chapitre 342, un autre Oyakodon. Peut-être. Monde humain, Japon, Kuo. Le lendemain de la fin inattendue du Dark Tournament, James, qui était loin de chez lui depuis environ une semaine, s'est étiré de manière très rafraîchissante après s'être réveillé d'une bonne nuit de sommeil dans son propre lit. Soupir. On n'est jamais aussi bien que chez soi, dit James avec un sourire, laissant son regard errer sur Scatash, Ria, Sona et Akeno, qui avaient tous décidé de dormir dans son lit la nuit dernière. C'est bon de t'avoir à la maison aussi, dit Scatash, s'étant réveillé juste au moment où James commençait à bouger. Alors, comment s'est passée la bataille contre Gilgamesh, demanda James, curieux de connaître les pensées de Scatash. Soupir. Il était fort, dit Scatash. Il m'a fait tellement mal. James fronça les sourcils immédiatement après avoir entendu les paroles de Scatash. Il écouta ensuite en silence le reste de son récit. Finalement, lorsque Scatash raconta son combat aux côtés de Seiuchulin, les trois autres filles commencèrent à s'agiter. Bonjour, vous trois, dit James en souriant tandis que Ria, Sona et Akeno revenaient du pays des rêves. Fu. Bonjour, James, dit Akeno, la première à répondre, avant de se pencher vers Scatash et d'embrasser James sur la joue. Bonjour. Bâillement, Ria fut le suivant à répondre, visiblement encore fatigué des événements d'hier. Bonjour, répondit Sona sur son ton habituel. Sur ce, le quintet commença à discuter tandis que tout le monde se levait pour aller à la salle de bain. Puis, après avoir pris une douche et s'être habillés pour une journée d'école, ils descendirent en classe. Dans la pièce, ils trouvèrent Chu, qui avait bu toute la nuit sans dormir, et Jin en train de jouer à un jeu de combat, tandis que Kurama et Tuya étaient assis dans un coin en train de lire. Rinku, allongé par terre, lisait également, mais pas de littérature classique. Il lisait plutôt avec un vif intérêt le premier manga de James, Bleach. Bonjour à tous, dit James en entrant dans la pièce. Ah, bonjour, mon pote Harold, dit Chu d'un ton jovial. Ce truc de jeu vidéo est sanglot. Bon sang, Jin, j'essaie de parler. Alors que Chu tournait la tête pour parler aux nouveaux arrivants, Jin effectua un combo à dégâts élevés sur le personnage de Chu. Il ne faut jamais perdre sa concentration pendant un combat, répondit Jin avec un sourire. Cela prouve que je suis le meilleur. Alors que James souriait aux commentaires de Jin, une voix quelque peu irritée se fit entendre dans la salle à manger. C'est une déclaration plutôt audacieuse, dit Léona, ne trouvant pas la déclaration de Jin amusante. Tu aimerais peut-être essayer ça après l'école des enfants? Ah. J'accepterai tous les défis, déclara fièrement Jin. Eh bien, c'est agréable de voir que vous vous entendez bien, répondit James avec un sourire, sans prendre ses vantardises au sérieux. Puis il ferma les yeux un instant avant de les rouvrir et de poursuivre. Et voyons voir. Yei est dans la salle d'entraînement. Je me demande s'il serait partant pour le duel dont nous avons convenu. Je pense qu'il serait toujours partant, répondit Kurama en fermant le livre qu'il lisait. Surtout que tu n'as aucune intention de le tuer. Alors, il sait qu'il fera partie de ma noblesse quoi qu'il arrive, demanda James en souriant. Bien qu'il soit bien plus que cela, Yei n'est pas du genre à manquer à sa parole, répondit Kurama. D'accord, dit James en hochant la tête. Si c'était le cas, je ne voudrais pas de lui comme père. Naturellement, la même offre s'applique à toi aussi, Kurama. Je l'avais prédit. Kurama hocha la tête. C'est pourquoi j'ai décidé de rester ici un jour de plus au lieu de retourner à Tokyo. Je vois. James hocha la tête. Eh bien, je te réincarnerai après avoir vaincu Yei. Et nous, demanda Jin après avoir terminé le match contre Chu. Malheureusement, je n'ai pas assez de place dans ma pairie, dit James, provoquant les froncements de sourcils de Chu, Rinku, Jin et Tuya. Mais je connais quelqu'un qui bénéficierait grandement de ta présence dans ta pairie. Est-elle aussi forte que toi? Demanda Tuya avec curiosité. Secouant la tête en réponse, James ne put que sourire ironiquement. Bien sûr, répondit James. Après tout, je suis le démon le plus puissant des enfers. De qui parles-tu alors? Demanda Rinku en levant les yeux de sa manche. Tu l'as rencontrée hier soir. C'est la blonde aux couettes, dit James, répondant à la question de l'enfant démon, ce qui creusa le froncement de sourcils des 4 démons. Elle s'appelle Ravel Phoenix. Ne me regarde pas comme ça. Elle est plus forte que vous 4. Depuis que Ravel vit avec James, elle a assisté à tous les entraînements organisés par les résidents du manoir, par conséquent, a constaté que son niveau de puissance avait considérablement augmenté. De fait, peu avant l'attaque de Rizvim contre les enfers, elle avait atteint le niveau intermédiaire du classement final. Alors que Chu, Rinku et Jin continuaient de froncer les sourcils, Tuya avait une expression pensive. Eh bien, voyons si elle vaut la peine que nous 4 la suivions avant de prendre une décision, a déclaré Tuya après un moment de réflexion. Après avoir réfléchi quelques instants à la suggestion de Tuya, les 3 autres acceptèrent à contre-cœur avant de mettre la conversation de côté un moment.
Comme les troisièmes à l'année étaient les seuls encore présents et avaient décidé de ne participer à aucune activité du club, ils ne pouvaient de toute façon pas rencontrer Ravel avant le retour de tous. James, Ria, Sona et Akeno se rendirent donc à la salle à manger et déjeunèrent avec Tsubaki et Raya avant que tout le monde ne parte à l'école. Pendant ce temps, Leona, après avoir dit au revoir aux jeunes, retourna dans la salle pour montrer à Jin pourquoi il ne devait pas se vanter d'être le meilleur dans le feu de l'action. Après une journée de cours sans incident, à l'approche de la remise des diplômes, James et les autres élèves de troisième année, dont Flora, retournèrent au domaine d'Alavru et entrèrent dans la pièce après avoir changé de chaussures, pour voir Leona, avec Est debout silencieusement derrière elle, assise sur le canapé, souriant fièrement, tandis que Chu et Jin étaient agenouillés sur le sol, avec des expressions impuissantes et la tête baissée. « Qu'est-ce qu'elle en a fait ?» demanda Flora, complètement inconsciente de ce qu'elle voyait. « Je pense que c'est intimidant pour une recrue », a déclaré James en se caressant le menton. « Ouais, elle est probablement contente de pouvoir battre quelqu'un », dit Ria en souriant. Après tout, tante Leona perd toujours contre James et maître Janké. En entendant cela, les yeux de Chu et Jin s'écarquillèrent. Puis, ils regardèrent Leona avec étonnement. « C'est pour ça que tu nous as frappé si fort ?» demanda Jin, incrédule. « Bien sûr. » Leona détourna timidement le regard. « Je voulais juste m'assurer que tu n'étais pas arrogant. » Même si elle avait détourné le regard de tous les présents, Leona sentait leur regard se poser sur elle. Heureusement, 2 autres personnes entrèrent, détournant son attention un instant. « Ah, vous êtes de retour » dit Venlana en souriant à la vue des futurs diplômés du lycée. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Rien de spécial » dit Sona en ajustant ses lunettes. « Vu que les examens commencent la semaine prochaine, on ne fait qu'un bilan. »« Je vois » répondit Venlana avec un sourire et un hochement de tête. Alors que Venlana s'approchait du groupe d'adolescents, qui se tenait toujours à l'entrée de la pièce, l'autre personne qui entrait, Greffia, commença à préparer du thé. « Eh bien, puisque tu es à la maison, pourquoi ne pas te détendre ?» dit Venlana en attrapant le sac à dos de James et en le poussant vers le canapé où Leona était assise. Au même moment, les sourcils de Ria se mirent à frémir en voyant Venlana tenir si tendrement le bras de son fiancé. Après avoir installé James sur le canapé, Venlana tendit son sac à zeste, qu'il accepta avec docilité. Puis, sans hésiter, elle s'assit sur les genoux de James et passa ses bras autour de son cou, faisant la moue. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Ria, la colère perceptible dans sa voix, tandis qu'elle s'approchait du canapé en fronçant les sourcils. « Hier soir, Leona m'a dit quelque chose d'assez intéressant, » dit Venlana, ignorant les cris de colère de Ria. Sachant exactement de quoi Venlana parlait, James regarda sa mère avec une expression exaspérée. Leona sourit et lui fit un signe de tête. Secouant la tête en soupirant, James reporta son attention sur Venlana. « Tu parles d'Irène et d'Erza, n'est-ce pas ?» demanda James, connaissant déjà la réponse. « C'est vrai » dit Venlana alors que sa mousse approfondissait et qu'elle pressait plus fort ses seins contre ceux de James. « Zut, après en avoir discuté avec Irène et Erza, mon opposition a considérablement diminué, pensa James, savourant encore plus la sensation des seins de Venlana contre lui. Maintenant, je commence à imaginer être entre les seins de Ria et de tante Venlana, et à quel point ce serait merveilleux. Pourquoi Irène et Erza peuvent te partager, mais pas moi avec Ria demanda Venlana, murmurant à l'oreille de James sur le ton le plus sensuel possible. James frissonna immédiatement, involontairement. Au même moment, Venlana sourit en sentant la réaction de James sur ses fesses et ses cuisses. Voyant le sourire de Venlana du coin de l'œil, James détourna le regard avant de répondre à sa question. Parce qu'ils étaient tous les deux d'accord, répondit James, incapable de croiser le regard de quiconque dans la pièce. À moins que Ria n'accepte, je n'accepterai pas. L'atmosphère dans la pièce s'est instantanément figée après que James ait fini de donner sa réponse. Merde, est-ce que j'ai vraiment dit ça se demanda James. Bien sûr, partenaire, répondit Drake en faisant de son mieux pour réprimer son rire. Merde, ça ne va pas bien finir, dit James intérieurement. James. Tu viens de dire que tu aimais aussi ma mère, cria Ria. Cependant, avant que Ria ne puisse continuer, le sourire de Venlana s'élargit alors qu'elle sautait des genoux de James, attrapait Ria par la main et la traînait hors de la pièce. Viens avec moi, Ria, dit Venlana d'une voix chantante. Il faut qu'on parle de quelque chose de vraiment important. Maman, laisse-moi partir, dit Ria en luttant pour se libérer de l'emprise de Venlana. Je dois dire à James ce que je pense. Bon, ça peut attendre qu'on ait un peu de complicité mère-fille, répondit Venlana en continuant d'entraîner Ria hors de la pièce. Ensuite, quand on aura fini, on pourra peut-être passer un moment de complicité mère-fille dans la chambre de James. Tandis que Venlana emmenait Ria, le silence retomba dans la salle. Puis, tous fixèrent James, incrédules. Ne me regarde pas comme ça, dit James en se couvrant le visage des mains. Je ne le disais pas à voix haute. Alors que tout le monde continuait à regarder James, Leona fut la première à rompre le silence. Eh bien, je suppose qu'on ne verra pas Ria avant un moment, dit Leona en souriant. Soupir. En effet, ajouta Sona. Tante Venlana ne la laissera probablement pas partir tant qu'elle n'aura pas accepté. Les personnes présentes dans la salle qui connaissaient bien Venlana approuvèrent la déclaration de Sona. Akeno prit ensuite la parole. Mais regarde le bon côté des choses, dit Akeno en souriant et en se couvrant la bouche. Elle a une belle poitrine. Tu ne trouves pas, James ?
Commençant à hocher la tête, James se surprit à jeter un regard irrité à Akeno. Bien qu'Akeno ne lui ait répondu que par un sourire mielleux, elle sentit 2 regards envieux se poser sur elle. Malheureusement, elle ne parvenait pas à deviner d'où venait ce regard envieux. Sinon, elle aurait adressé un clin d'œil au masochiste résident du domaine, un sourire sadique aux lèvres. Au fait, Yae est là, demanda James, essayant de dissiper l'atmosphère. J'ai un pari à gagner. Il est dans la salle d'entraînement avec Kurama, répondit Leona avec un sourire, visiblement ravi des ennuis dans lesquels James s'était fourré. Se levant du canapé, James s'étira et commença à marcher vers l'ascenseur. Eh bien, je suppose que ce soir, je compléterai mon nouveau titre de noblesse, dit James en souriant. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe lorsqu'un démon se réincarne en démon. En entendant cela, Sona, en tant que roi, était également curieuse de voir ce qui allait se passer, même si elle n'avait plus de pièces pour ajouter un démon à sa noblesse. Elle suivit donc James jusqu'à l'ascenseur. Naturellement, les 4 démons le suivirent également. Finalement, la pièce fut vide, et tout le monde était curieux de voir à quel point un démon se transformerait en diable. Chapitre 343, de démon en démon. Monde humain, Japon, Kuo. Dans la salle d'entraînement sous le domaine d'Alavru, James et le reste des résidents du manoir sortirent de l'ascenseur pour voir Kurama méditer et Yae brandir son épée avec une précision pratiquée. Il est vraiment très doué avec une épée, commenta Leona après avoir vu ce que le petit démon pouvait faire avec une épée à la main. Oui. James hocha la tête. Puis, parlant un peu plus fort que nécessaire, il poursuivit. Mais il va quand même perdre. La voix de James fit non seulement frémir les sourcils de Yae, mais elle poussa aussi Kurama à ouvrir les yeux et à regarder en direction des nouveaux venus. À la décharge de Yae, cependant, même si ses sourcils se contractèrent, ils ne perdirent ni leur forme ni leur fluidité. Il semble que le moment soit venu, dit Kurama en se levant de sa position méditative. Ouais, c'est dommage que maître soit encore à l'école, dit James avec un sourire et un haussement d'épaule. Il n'y a personne ici pour sceller ma force. Ce n'est pas nécessaire, dit Yae sans détour. À ce stade, nous savons tous les deux qu'il me serait impossible de te tuer, même avec ta force scellée. C'est vrai, répondit James en hochant la tête. Comme l'a dit Yae, même si la puissance et la force physique de James étaient réduites à un niveau similaire à celui de Yae, ce dernier n'aurait pas la force nécessaire pour infliger une blessure significative à James. Bien sûr, si Yae n'avait pas connu la véritable force ou l'identité de James, le duel aurait été au moins quelque peu intéressant à regarder. Bon, puisque c'est inutile, on peut juste laisser tomber ce duel inutile, demanda James. L'humiliation de te frapper unilatéralement ne m'intéresse pas du tout. Une fois de plus, les sourcils de Yae tressaillirent tandis que Kurama baissait la tête, trouvant amusant la facilité avec laquelle James pouvait irriter son vieil ami. Au même moment, l'agacement de Yae le poussa à libérer involontairement sa puissance démoniaque. À la surprise générale, sa puissance, qui venait d'atteindre le niveau avancé, était désormais proche de son apogée. Maman, regarde, dit James en pointant son index droit vers Yae. J'ai dit qu'agacer les gens avait ses avantages. Alors que Yae regardait James avec une promesse de mort, le reste des personnes dans la pièce riaient silencieusement. Un instant plus tard, l'ascenseur s'ouvrit à nouveau. Evangeline, Akua, Kalua et Yukina apparurent par les portes ouvertes et s'approchèrent du reste du groupe. Oh, il y a tellement de gens ici qui s'entraînent, dit Kalua en souriant en courant vers James et en le serrant dans ses bras. Tu veux bien me surveiller pendant que je me lève, James? Bien sûr, dit James en tapotant le dos de Kalua avec un sourire. Mais maintenant, j'ai un duel à gagner. Inclinant la tête vers la gauche, Kalua regarda la foule dans la salle d'entraînement. Puis, d'un ton innocent, elle posa une question. Pourquoi? Demanda Kalua en penchant la tête. Tout le monde est trop faible pour te combattre. Immédiatement, la fierté des démons présents dans la pièce fut brisée, tandis que tout le monde ne pouvait que sourire ironiquement à la question innocente de Kalua. Parce que lorsque je gagnerai le duel, j'aurai un nouveau membre de ma pairie, répondit James en caressant la tête de Kalua pendant qu'il parlait. Malheureusement, dès que James a commencé à lui caresser la tête, Kalua a plissé les yeux de plaisir et a complètement cessé de prêter attention au sujet de la conversation. Voyant la réaction de Kalua, James sourit de nouveau avec ironie. Puis, il posa son regard sur Yae. Eh bien, es-tu prête, Yae? Demanda James. Oui, répondit Yae. Commençons. Quelques instants plus tard, James et Yae se retrouvèrent face à face sur le ring. Bien que tous deux aient leurs sabres équipés, James n'avait visiblement aucune intention d'utiliser le sien, les mains levées en position de Muay Thai. Yae, quant à lui, était légèrement accroupi, la main droite tenant la poignée de son sabre, rengainée dans le bas de son dos. Pour commencer, dit Sona, agissant comme arbitre du duel. Immédiatement après le signal de Sona, Yae invoqua un murmure de flammes noires dans sa paume gauche. Il s'éleva alors vers le haut, prenant la forme d'un dragon serpentin. Cependant, avant d'atteindre le plafond, il se retourna et frappa Yae, augmentant encore sa puissance en l'absorbant. Yae disparut alors de sa position dans un éclair. L'instant d'après, il apparut à la droite de James, brandissant son épée vers le haut, la flamme des ténèbres brûlant sur la lame, dans l'aisselle de James. Se penchant légèrement vers la gauche, James évita de justesse le coup de Yae. Puis, il frappa légèrement l'épée de Yae du coude droit. Boum!
Bien que cela ait été appelé un coup de coude léger, pour Yael, qui a bloqué l'attaque avec son épée, c'était comme si un météore était entré en collision avec son épée, l'envoyant hors du ring et s'écrasant contre l'un des murs renforcés par magie. Tous, dit Yael en glissant lentement le long du mur, complètement indemne après la collision. James gagne, dit Sona, mettant fin au duel. Bien que ce soit plutôt unilatéral, il est bien plus rapide qu'un être classé final n'a le droit de l'être, a déclaré Flora, impressionnée par la vitesse de Yael. Oui, il est très rapide, dit Akeno, sachant que Yael était bien plus rapide qu'elle. Un instant plus tard, cependant, elle se couvrit la bouche de la main, et une lueur sadique passa dans ses yeux avant de poursuivre. Mais je me demande s'il est toujours aussi rapide. Je suis sûre que n'importe quel petit ami qui la serait déçu si c'était le cas. Fu. Tandis que la plupart des personnes présentes levaient les yeux au ciel à la blague d'Akeno, Yael se sentait de plus en plus irritée. Être constamment ridiculisé commençait à l'agacer. Malheureusement, il souffrait trop pour attaquer la fille qui le taquinait. Dès que l'idée d'attaquer Akeno apparut dans l'esprit de Yael, une immense intention meurtrière s'empara de lui, rendant sa respiration déjà difficile encore plus difficile. Je te suggère de laisser cette pensée de côté, Yael, dit James en le regardant d'un œil froid. Si tu blesses quelqu'un d'important pour moi en dehors de l'entraînement, je te tue. Comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une menace en l'air, Yael détourna le regard et claqua la langue. Tous les autres, en revanche, tressaillirent devant la force de l'intention meurtrière de James, même si elle ne les visait pas. Il y avait cependant deux exceptions. D'abord, Léona regardait James avec une lueur de fierté dans les yeux. « Regarde mon bébé », dit Léona en essuyant une larme imaginaire. « Il grandit si vite. Il montre déjà à ses adversaires son intention de tuer et de protéger ses femmes. Maman est très fière. » Et la deuxième exception était Akeno. Tout en se frottant les cuisses, elle regardait James avec désir dans les yeux. « Il est tellement dominateur, j'espère qu'il emportera un peu de ça au lit ce soir, » dit Akeno, se perdant dans son propre monde. Tandis que Yukina rougissait aux paroles d'Akeno, tous les autres se contentaient de secouer la tête face aux deux femmes qui ne prenaient pas la situation au sérieux. Pendant ce temps, James s'approcha de Yael et lui tendit la main. « J'ai gagné le duel, Yael, » dit James, le bras tendu. « Alors tu vas rejoindre ma Perry, n'est-ce pas? Même si je te méprise de tout mon être. » Commença Yael en s'approchant de James pour lui tendre la main. « Je ne reviendrai pas sur ma parole. »« Bien, » dit James en hochant la tête et en soulevant Yael. Puis, il regarda la foule, plus particulièrement Kurama, et reprit, « Et toi, Kurama? Tu viens aussi, n'est-ce pas? » « Je dois le faire. » Kurama hocha la tête. « Cependant, je ne pourrai pas vivre ici avec tout le monde. Je ne veux pas laisser ma mère seule. » En entendant cela, Léona sourit en s'approchant de Kurama. Elle commença alors à lui ébouriffer les cheveux tout en regardant James. « J'aime bien celle-là, » dit Léona joyeusement. « Ce n'est pas si mal que ça de prendre soin de sa mère. » Hochant la tête en accord avec sa mère, James répondit à Kurama. « Ce ne sera pas un problème, Kurama. Tu n'es pas le seul membre de ma noblesse à ne pas vivre à Kuo. Alors ne t'inquiète pas, » dit James. Puis il frissonna un instant avant de poursuivre, s'adressant à tout le groupe. « Attendons que tout le monde soit rentré de l'école avant de procéder à la réincarnation. Je suis sûr que Maître serait furieux si je le faisais sans elle. » Quelques heures plus tard, tous ceux qui avaient assisté à Kuo rentrèrent chez eux. Quelques minutes plus tard, Irene et Erza revinrent également, accompagnant Toguro, Koto et Juri aux enfers. Alors que Koto et Juri étaient présentés au comité des ratings des games à la recherche d'un nouvel emploi, Toguro rencontra ce Rafale. Après avoir entendu le récit d'Irene sur cette rencontre, James regretta de ne pas avoir été présent pour voir l'expression de Toguro lorsque ce Rafale lui annonça qu'il serait un méchant dans son émission de Magical Girl. « S'il te plaît, dis-moi que tu as au moins pris une photo, Irene, » dit James, son expression remplie de regret. Au lieu de répondre verbalement, Irene leva simplement les yeux au ciel. Puis, elle fouilla dans son petit sac à main, en sortit son smartphone et envoya un SMS à James. Un instant plus tard, le téléphone de James vibra, et il le sortit rapidement de sa poche. Après avoir vérifié le message, il éclata de rire. Quand tout le monde s'est rassemblé autour de James pour voir ce qui était si drôle, ils n'ont pas pu s'empêcher de rire et de rire. Sur la photo, la bouche et les yeux de Toguro étaient grands ouverts tandis que ses lunettes de soleil glissaient à mi-hauteur de son visage, reposant sur le bout de son nez. « Zut, il faut que j'envoie ça à Yuzuki, » dit James en riant. « Il va adorer. » Après quelques minutes supplémentaires, les rires dans le salon du domaine se sont finalement calmés. « Mon disciple, commençons-nous » demanda Skatash une fois que tout le monde se fut calmé. « Oui, commençons, » dit James avec un sourire. Sur ce, Yael et Kurama s'avancèrent. James tendit les bras vers eux. Son bras droit devant Kurama et son gauche devant Yael, 2 pièces de pion apparurent au-dessus de sa paume droite tendue. Une pièce de chevalier apparut à sa gauche. Un instant plus tard, James enfonça les pièces maléfiques dans les poitrines de Yael et Kurama. Puis, il recula et observa les changements subis par les démons. Comme James, Skatash observait les changements que subissaient Yael et Kurama durant leur réincarnation. Elle utilisait même ses runes pour consigner le processus en détail. Cependant, étonnamment, et sans surprise, le processus de réincarnation ne dura pas longtemps.
En quelques dizaines de secondes seulement, Yei et Kurama avaient une paire d'ailes démoniaques qui leur sortaient du bas du dos. C'était surprenant, car les diables et les démons sont considérés comme des espèces surnaturelles différentes. Cependant, ce n'était pas surprenant non plus, car ils utilisaient tous deux la même source d'énergie. On dirait que son énergie démoniaque est devenue plus douce, dit James, sentant les changements avant et après les réincarnations de Yei et Kurama. En effet, répondit Scatash en hochant la tête. Si je devais formuler une hypothèse, lorsque Lucifer est tombé, il était probablement un ange déchu, comme tout ange tombé en disgrâce. Cependant, à cause de son orgueil, Lucifer n'aurait probablement pas supporté d'être qualifié d'ange, quel qu'il soit. Qu'est-ce que ça veut dire demanda Jin, perplexe. Frappez. Laissez maître finir, dit Chulin en tapotant Jin sur la tête. J'imagine qu'elle voulait devenir un démon, l'opposé naturel d'un ange, poursuivit Scatash, ignorant complètement l'interruption. Uniquement pour contrarier ton père. Cependant, je n'ai aucun moyen de savoir comment elle aurait pu s'y prendre. Maintenant, je suis très curieuse de savoir comment il a pu faire ça, murmura Sona, la curiosité débordant dans son ton. Eh bien, vu qu'il est mort, il n'a aucun moyen de nous le dire. James haussa les épaules. Non, il ne l'aurait pas fait. Quoi qu'il en soit, j'imagine que quelque chose s'est mal passé. Enfin, il s'est transformé en démon au lieu d'une goule, non? À la déclaration de James, tout le monde acquiesça. Attends. Et Lilith, demanda Evangeline. Pour autant que je sache, elle n'était qu'une humaine, non? Enfin, n'était-elle pas la première femme d'Adam, ou quelque chose comme ça? En fait, il s'avère que Lilith n'a jamais été humaine, dit Sona en ajustant ses lunettes. En fait, elle est l'ancêtre de l'espèce des succubes. C'est pour ça que les démons sont si doués au sexe, demanda Erza sans détour. Plus ou moins, répondit Sona. Attends, mais ne sont-ils pas aussi des démons succubes, demanda Maria en levant la main comme une écolière. Oui, c'est également vrai. Sona hocha la tête. Bien que l'on ait cru que les maisons des 72 piliers et les maisons extra-diablo avaient été créées par un rituel combinant les chairs de Lucifer et de Lilith, on pense que les succubes sont nés naturellement entre Lucifer et Lilith. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations. Eh bien, il existe un bon moyen de trouver la réponse à cette question, a déclaré James avec un sourire. Un bon moyen, demanda Rhea. Oui, demandons à Lilith, répondit James. Mais personne ne sait où il est depuis la fin de la Grande Guerre, a déclaré Sona. Ah, c'est évident, dit James en souriant. C'est Hadès qui l'a. Et comment es-tu arrivé à cette conclusion, demanda Irène avec curiosité. Parce que la pop existe, répondit James en haussant les épaules. Sinon, comment Hadès aurait-il pu créer des démons comme ça? Sur ce, tous ceux qui connaissaient l'histoire de Cassiel manifestèrent leur compréhension. Au même moment, l'expression de James se transforma en un sourire sanguinaire. Bon, je crois que je vais rayer une chose de ma liste de choses à faire ce week-end, dit James. Si Hadès ne me livre pas Lilith, qui est en fait ma grand-mère, je lui foutrai mon pied dans le cul. Après la déclaration de James, tout le monde le regarda comme s'il était fou. Pourtant, cela ne l'empêcha pas de continuer. Et j'espère vraiment que vous rejetterez ma demande. Chapitre 344. Comment James a sauvé Lilith 1. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Assis dans la salle de réunion des Satans du bâtiment du Conseil du Diable, 4 des 5 grands Satans se sont réunis alors que James était censé être à l'école, se préparant à sa remise de diplôme de l'Académie Kuo. Depuis que James a accepté Kurama et Yei pour son 2e titre de noblesse, le complétant, une semaine s'est écoulée et le voyage de James vers le pays des morts s'est achevé, laissant tous les échelons supérieurs de la société démoniaque dans une confusion totale. Comment avez-vous réussi à la faire revenir, demanda Falbium, le candidat le moins enclin à engager la conversation, d'une voix endormie. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu le rapport. Pourtant, rien n'y fait. Je ne sais pas, répondit Sirzek. Je ne sais même pas comment il a réussi à nous convaincre de son projet de ne visiter que le pays des morts. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est qu'il n'y a eu aucun rapport de bataille sur le territoire d'Hadès, ajouta Ajuka. Bon sang, on n'a même pas signalé la mort d'une faucheuse. N'est-ce pas évident, demanda ce Rafale en bombant le torse de fierté. C'est aussi évident que ça, dit Sirzek avec un soupir exaspéré. Alors, pourriez-vous nous éclairer? Parce que Jekun est le meilleur, dit ce Rafale avec un grand sourire. Au même moment, Sirzek et Ajuka furent surpris par la réaction attendue de ce Rafale. Ils prirent alors le rapport que James avait remis concernant l'incident et commencèrent à le lire pour la énième fois ces derniers jours. Monde humain, Japon, Kuo. Au même moment, dans le domaine d'Alavru, une fille aux longs cheveux noirs attachés en queue de cheval et aux yeux gris était assise sur le canapé en train de jouer à des jeux vidéo, la frustration évidente sur son joli visage. James, pourquoi est-ce si difficile, demanda Lilith, la première épouse de Lucifer, incapable de vaincre le boss qu'elle combattait une fois de plus. C'est comme ça, grand-mère, répondit James, s'efforçant de ne pas rire de l'obsession de Lilith pour les jeux vidéo depuis qu'il l'avait ramenée du pays des morts. Bon sang, tous les jeux du genre Soul sont comme ça. Du moins jusqu'à ce qu'on en découvre les mécanismes. Alors que Lilith faisait la moue de frustration, James souriait à la pensée de ce qu'il avait fait la semaine dernière. Égale rétrospective égale. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith.
Le lendemain de l'acceptation de Yei et Kurama dans sa pairie, James, accompagné de ses reines Scattash et Irene, se rendit aux enfers pour rencontrer les 4 autres grands satans et le conseil du diable en sa qualité de Sataniel. Tu sais, maintenant que j'y pense, murmura James en traversant les couloirs du conseil du diable. Comment diable ont-ils pu créer mon titre Sataniel? Que veux-tu dire? Demanda Irene avec curiosité. Dans la plupart des histoires, c'est le nom du démon de la colère, non? C'est vrai. James hocha la tête. Mais c'est aussi le nom d'un ange déchu qui a trahi Grigory. Bon sang, il faisait autrefois partie de la brigade du chaos. Vraiment? Je n'en avais jamais entendu parler, demande Irene. Mais si c'est vrai, on dirait qu'il se moque de toi. En agitant la main avec dédain, James a nié cette hypothèse. Non, à cette époque, j'étais déjà considéré comme le démon le plus puissant des enfers, dit James en souriant. Alors se moquer de moi comme ça aurait été un peu stupide. C'est très probablement dû aux imbéciles et sans créativité du conseil, intervint Scattash. Il est évident qu'ils manquent de clairvoyance, vu le temps qu'ils ont passé à laisser les sangsues du conseil perpétrer leurs agissements. En entendant le raisonnement de Scattash, James et Irene ne purent qu'acquiescer. Un manque de créativité était sans doute la cause probable du titre peu engageant de James. Quelques minutes plus tard, tandis que le trio continuait à bavarder tranquillement, ils arrivèrent enfin à la salle de réunion du conseil. S'arrêtant devant les 2 autres, Scattash ouvrit la porte et fit signe à James d'entrer. Elle s'aligna ensuite avec Irene et le suivit dans la salle de réunion. Après être entré dans la salle de réunion, James examina les démons présents. Constatant que les 40 membres du conseil et les autres satans étaient présents, James hocha la tête avec satisfaction. Bonsoir à tous, dit James avec un sourire en se dirigeant vers le trône désigné. Puis, après s'être assis, Scattash et Irene derrière lui, James poursuivit, je sais que nous sommes tous occupés, alors je vais laisser tomber les civilités. Voyant que de nombreux membres du conseil fronçaient les sourcils devant son apparent manque de manières, James continua simplement de sourire, ignorant leur mécontentement. Même s'il n'était pas content, il n'y pouvait rien. Très bien, dit Zekram, mettant fin à tous les mécontentements suscités par sa déclaration. Alors pourquoi avez-vous convoqué ce conseil? En entendant la question de Zekram, tous tournèrent leur regard vers James, qui souriait toujours. Cependant, lorsque James entendit la question, son sourire prit une teinte cruelle. J'ai l'intention d'aller au pays des morts, dit James, informant davantage les autres de sa décision que demandant la permission. En entendant le ton de James, le mécontentement dans les yeux des membres du conseil devint plus évident. Pourtant, James continua de les ignorer. Et pourquoi ferais-tu ça? Demanda Sirzek, curieux de voir où James voulait en venir. Tu connais mon origine, n'est-ce pas? Demanda James. Oui, tu es mon fils de l'évêque, Cassiel, répondit Sirzek. Et sa lignée? Demanda James. C'était une expérience qui s'est échappée d'Hadès. Dit Sirzek, marquant une pause à la fin. Ne me dis pas que tu vas te venger d'Hadès qui a failli tuer ton père? L'agitant avec dédain, James ne put qu'afficher un sourire ironique. Bien que la colère fût son péché principal, il était assez âgé et instruit pour savoir l'ampleur de la tempête politique qu'il provoquerait s'il se rendait au pays des morts et attaquait l'une des divinités les plus influentes du panthéon grec. Même si ça a l'air amusant, je ne suis pas si audacieux, dit James en souriant. Mais vous devez vous demander, comment Hadès a-t-il créé mon père et toutes les autres expériences ratées avec le diable? En entendant cela, tous se concentrèrent sur les paroles suivantes de James. Bien qu'ils sachent qu'il devait être impossible à Hadès de créer des démons avec de nouvelles lignées, ils ne comprirent jamais comment c'était possible. Pendant ce temps, James observait l'expression des autres supérieurs présents. D'après ce qu'ils voyaient, ils avaient clairement beaucoup réfléchi à la question, mais ils ne parvenaient pas à comprendre le piège des expériences d'Hadès. Soupir. Le maître avait raison, ces vieux idiots n'ont aucune créativité, pensa James en scrutant chaque expression dans la pièce. Je pense qu'ils sont tout simplement trop vieux et coincés dans leurs habitudes. Comment les maisons aux 72 piliers ont-elles été créées? Demanda James en se penchant en avant et en posant son menton sur ses doigts entrelacés. Avec un rituel exécuté par le Lucifer originel en utilisant son pouvoir et celui de Lilith? Dit Ajuka, les yeux écarquillés à ce moment-là. C'est vrai. James hocha la tête lorsqu'Ajuka comprit ce qu'il voulait dire. Bien que pas aussi rapide qu'Ajuka, les visages des autres, à l'exception de Zekram, dont l'expression faciale ne changeait presque jamais, commencèrent à pâlir en réalisant. Penses-tu qu'il a réussi à mettre la main sur les cadavres des Lucifer et Lilith originels? Demanda Zekram d'un ton neutre. Le cadavre de Lucifer, oui, dit James en désignant le premier Baël d'un signe de tête. Mais je soupçonne que Lilith est toujours en vie, ou du moins qu'elle l'était lorsque mon père a été créé. Cela signifie-t-il que vous comptez récupérer leur corps? Demanda Sirzek en fronçant légèrement les sourcils. Exactement. James hocha la tête. S'ils sont tous les 2 morts, nous devons récupérer leur corps pour qu'ils puissent bénéficier d'une sépulture digne de ce nom. Cependant, si Lilith est toujours en vie, j'aimerais la sauver de devenir le rat de laboratoire d'Hadès. J'approuve, dit Zekram, surprenant les autres membres du Conseil du Diable. L'idée même que les corps de nos ancêtres soient entre les griffes d'un autre panthéon est honteuse. Nous enverrons un messager à l'Olympe avec l'intention de les restituer immédiatement. Je savais que cela attiserait l'orgueil de ce vieil homme, pensa James.
Étant l'un des plus anciens démons, Zekram ne pouvait pas tolérer un tel mépris pour les démons. Naturellement, après la déclaration de Zekram, les membres du Conseil du Diable se rangèrent au pas. Pendant ce temps, Sirzek, Ajuka et Falbium échangèrent des regards confus. Serafal, quant à elle, regarda James avec des étoiles dans les yeux. Non seulement parce qu'il avait fait quelque chose qu'elle trouvait incroyable, mais aussi à cause de son nouveau manga, Is This a Zombie, qu'elle trouvait absolument hilarant. Une bouffée d'air frais, avec des Magical Girls, après la lecture de Puella Magi Madoka Magica, qu'elle admettait à contre-cœur être un chef-d'œuvre. Égal fin du flashback égal. Si je ne leur avais pas balancé cette merde comme ça, Sirzek et les autres auraient protesté, pensa James. Même s'il mentait par orgueil sur l'affaire Kao Kao, Sirzek est vraiment contre tout ce qui pourrait déclencher une guerre. Ouais, ton petit plan n'aurait jamais réussi si tu en avais parlé au Satan au préalable, répondit Dreg. Mais comment as-tu réussi une manipulation aussi subtile? L'expérience et la sagesse du maître sont vastes, répondit James intérieurement. Donc, tu dis que tu as utilisé la sagesse de la vieille femme de Scatash, demanda Dreg. Pas du tout, dit James, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Au même moment, Dreg sentit son âme frémir. James et lui sentaient l'intention meurtrière de Scatash fixée sur eux de loin. Bon sang, Dreg, hurla James intérieurement. Ne me mêle pas à tes conneries. Même si maître veut te botter le cul, tu sais qui elle bottera pour t'atteindre? Comment diable a-t-elle su que je pensais quelque chose de grossier à son sujet? Demanda Dreg, l'âme encore tremblante de peur. Tu sais, partenaire, je crois que j'ai changé d'avis sur le fait de te prendre comme héritier. Je n'ai plus vraiment besoin d'un corps physique. Alors, je n'ai aucune raison de t'apprendre mes compétences. Merde, murmura James intérieurement. Tu as raté ta chance de changer de corps par peur d'être battu par le maître? Le dragon de la domination s'est-il plié comme une feuille? Zut, toutes ces années t'ont transformé en une tapette, hein? Bien sûr que non. Je suis Dreg gauche. Je ne crains rien, rugit Dreg. Un instant plus tard, cependant, son ton devint beaucoup moins autoritaire, et il continua. Je dis juste que tout va bien pour moi depuis que je suis un Boosted Gear. Il n'y a aucune raison de changer une bonne chose, pas vrai? Que dit l'humain déjà? Si ce n'est pas cassé, on ne répare pas vrai? Sur ce, James ne put que rester impassible. En fait, même s'il ne pouvait même pas regarder Dreg, le dragon sentait le jugement dans son regard. Ne me regarde pas comme ça, dit Dreg, le regard de James perdu dans le vide le mettant mal à l'aise. Chaton, dit James. Zut. J'ai encore perdu, hurla Lilith en levant la manette au-dessus de sa tête. Cela fit immédiatement bouger James. Juste au moment où Lilith baissait la main, avec l'intention de plaquer la manette par terre devant le canapé, James se précipita pour l'intercepter. Alors que sa main s'approchait du point d'atterrissage du contrôleur, James avait l'impression que tout se déplaçait au ralenti. S'il vous plaît, je dois être à l'heure, pensa James. C'est ma manette rose cerisier en édition limitée. Même si je pouvais la réparer par magie, je ne veux pas la voir se briser en 1000 morceaux. Pendant ce temps, alors que James sautait du canapé, un cercle de téléportation apparut dans un coin de la pièce. Lorsqu'il disparut, Leona, Venlana et Greffia apparurent à sa place. Un instant plus tard, James réussit à contrôler sa main, le sauvant d'un destin cruel et provoqué par la colère. Soupir. Merci Satan. J'ai réussi à arriver à temps, dit James d'un ton soulagé. Tout d'abord, pourquoi te remercies-tu? Demanda Leona d'un ton enjoué. Puis, son ton devint beaucoup plus sévère lorsqu'elle posa la question suivante. Plus important encore, pourquoi es-tu à la maison et pas à l'école? Oh, salut maman, dit James en se relevant. En fait, il y a 3 raisons. Dis-moi, dit Leona en croisant les bras sous ses seins et sur elle, visiblement enceinte, le ventre bombé. D'abord, dit James en tenant la manette, parce que grand-mère adorait les jeux de type Soul. Hochant la tête en signe de compréhension, Leona, bien qu'insatisfaite de la réponse, fit signe à James de continuer. Deuxièmement, parce que je voulais passer du temps avec grand-mère pour apprendre à la connaître, dit James avec un sourire, provoquant le sourire de Lilith, isolée et victime d'expérience depuis près d'un millénaire. Bien plus réceptive à cette raison, Leona hocha de nouveau la tête. Et le troisième, demanda Leona. Parce qu'après les examens finaux, l'école est devenue vraiment ennuyeuse, a déclaré James avec un sourire éclatant. Comme James, Leona sourit également joyeusement en entendant sa dernière raison. Je comprends. Leona hocha la tête. Bon, alors amuse-toi bien avec belle-mère. La petite a beaucoup d'énergie aujourd'hui, alors je suis un peu fatiguée. Je vais faire une sieste. Pendant ce temps, Venlana et Greffia avaient des pensées similaires à propos de cette conversation. C'était presque exactement comme je l'espérais, pensèrent simultanément Venlana et Greffia. Chapitre 345, comment James a sauvé Lilith 2. Monde humain, Japon, Kuo. Après que Leona eut quitté la pièce pour rejoindre sa chambre au premier étage de la résidence, Greffia sortit pour préparer le thé. Pendant ce temps, Venlana s'approcha du canapé où James était assis avant son arrivée. Puis, après avoir tiré James par le bras et l'avoir fait asseoir à côté d'elle, elle posa sa tête sur ses genoux et commença à caresser ses tresses, le sourire aux lèvres. Soupir.
La première fois qu'elle a fait ça, j'avais tellement mal que je n'arrivais même pas à me détendre. James réfléchit, savourant la douce sensation des doigts de Venlana sur son cuir chevelu. Mais quand j'ai repris connaissance, j'ai sursauté aussi vite que j'ai pu. Arrêtant ces pensées-là, James tourna légèrement la tête et regarda, il essaya de regarder le visage de Venlana, bien que ses gros seins rendaient la tâche assez difficile. Mais maintenant, je la laisse faire, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. James continua ses réflexions. En plus, je commence à vouloir qu'elle et Ria soient ensemble au lit, malgré tout. James, rends-moi le contrôle, dit Lilith, la main tendue vers James. Cette fois, je suis sûre que je vais battre ce salaud. D'accord, dit James en tendant la manette qu'il tenait encore à Lilith. Puis, les yeux légèrement levés, il continua. Mais si tu casses ma manette en édition limitée, je serai vraiment furieux, grand-mère. Ignorant la tentative de James de lui faire un regard de chiot, Lilith reporta son attention sur la télévision. Ne fais plus jamais ça, dit Lilith, un peu perplexe devant l'expression de James. Tu es un homme, ne me fais pas ce regard de gamine. En réponse, James se contenta de rire. Puis, tandis que Venlana lui frottait toujours le cuir chevelu, il ferma les yeux et continua de réfléchir à la façon dont il avait réussi à sauver sa grand-mère, Lilith, du pays des morts. Égale rétrospective égale. Le pays des morts. Quelques jours après la réunion que James avait convoquée avec le Conseil du Diable, il se retrouva avec Skatash et Irène à parcourir la partie la plus inhabitable des enfers, le pays des morts. Devant eux se trouvait un guide, l'un des faucheurs d'élite d'Hadès, quelqu'un dont James ne se donnait pas la peine de se souvenir du nom. Vous savez, les humains pensent probablement à ça, dit James en faisant un geste autour de lui, quand ils pensent aux enfers. Eh bien, la plupart des humains pensent que les enfers sont un royaume des morts, donc cela a du sens, haussa les épaules Irène. Je suppose que cela a du sens, dit James en hochant la tête. Autrefois, même les humains ignorants considéraient les enfers et le pays des morts comme des lieux distincts, a déclaré Skatash, ajoutant sa propre expérience à la conversation. Cependant, au fil des ans, des siècles, il semble que la plupart de ces connaissances se soient perdues ou soient fusionnées. Eh bien, l'avènement de la science et de la technologie y parviendra, répondit James en haussant les épaules. Les choses fantastiques ne sont plus diffusées avec le moindre sérieux. Je suppose que c'est vrai, répondit Skatash d'un hochement de tête. Tandis que le trio continuait de discuter en suivant la faucheuse silencieuse, ils arrivèrent enfin devant un grand château luxueux, orné de nombreux détails dorés. Bien qu'ils sachent tous qu'il s'agissait du château d'Hadès, ils le trouvèrent plus proche d'un temple grec que d'un château. Nous sommes là, dit la grande faucheuse d'un ton sans émotion. Je peux voir ça, dit James avant de passer devant la grande faucheuse en direction de l'entrée. Secouant la tête simultanément devant l'attitude de James, Skatash et Irène le suivirent jusqu'au château sans dire un mot. Juste au moment où le trio franchissait l'entrée du château, ils furent arrêtés par une escouade de Grim Reaper. Expliquez votre affaire, ordonna le chef d'escouade de la faucheuse, les murmures de feu de lame dans son masque de crâne brillant un peu plus fort. Nous sommes ici pour voir Hadès, dit James nonchalamment, retirant le message qu'ils avaient reçu de Zeus en réponse à la plainte du Conseil du Diable à propos d'Hadès. Bien que les dieux de l'Olympe n'étaient pas satisfaits du ton du message qu'ils ont reçu du Conseil du Diable, après s'être souvenus que James avait tué Acnologia, ils n'étaient pas disposés à tester si les diables l'enverraient ou non au mont Olympe s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. Bien que Zeus, Poséidon et Hadès fussent tous des dieux rois, Zeus, encore plus faible qu'Hadès, n'avait aucune illusion quant à sa capacité à vaincre Jacques, lui aussi dieu roi. De plus, Jacques était le porteur du Boosted Gear. Il ne comptait pas sur l'augmentation de sa force grâce au Balance Breaker. Il écrivit donc à contre-cœur une lettre autorisant Jacques à entrer dans le pays des morts. Bon sang, tout cet or, dans un endroit aussi sombre, c'est un peu vulgaire, non, demanda James, tandis que la faucheuse lisait la lettre d'Olympe. Je ne suis pas en désaccord, répondit Irène. Le savoir-faire est vraiment spectaculaire. En effet, dit Skatash en observant les environs. Je n'ai aucun doute qu'Héphaïsto a joué un rôle essentiel dans la création de ce château. Je pense toujours que c'est de mauvais goût, dit James en haussant les épaules. Pendant ce temps, tandis que le faucheur à la tête de l'escouade lisait la lettre, il se tortillait visiblement à chaque insulte adressée au château. Étant l'un des plus fervents partisans d'Hadès parmi les faucheurs, il fut tenté de brandir sa faux vers James pour son manque de respect. Heureusement, il savait qu'il était désavantagé. Sinon, il aurait donné à James une raison de faire exactement ce qu'il désirait depuis son arrivée au pays des morts, se déchaîner. Très bien, dit le chef des faucheurs après avoir lu la lettre. Laissez toutes vos armes ici. Puis suivez-moi jusqu'à la salle du trône du seigneur Hadès. Ouais, non, répondit James avec indifférence. Je ne laisserai pas mes armes où que ce soit. Vu l'obscurité d'Hadès, ça n'arrivera jamais. Alors je vais devoir vous demander de partir, dit le chef des faucheurs, la colère perceptible dans son ton. Je ne peux pas faire ça, mon ami, dit James. Il y a plusieurs signes d'âme démoniaque dans les environs. Je sais donc que c'est ici que je suis venu. Si vous refusez de partir pacifiquement, nous vous expulserons par la force, a déclaré le chef de la grande faucheuse, matérialisant sa faux dans ses mains. Tandis que le reste de l'escouade matérialisait également ses faux, James les observait avec impatience. Il espérait et priait pour qu'ils attaquent.
Si c'était le cas, sachant qu'il avait reçu la permission de Zeus de fouiller le château à la recherche de Lilith, il aurait alors tout à fait le droit d'infliger quelques dégâts aux forces et au château d'Hadès. Malheureusement pour James, la voix grave d'un homme résonna dans les couloirs. « Laissez-les passer » dit la voix. « Oui, Seigneur Hadès » dit le chef de la faucheuse, dématérialisant sa faux avant de s'incliner dans la direction d'où venait la voix. « Au revoir. » James claqua la langue, mêlée de déception et d'agacement. « S'il vous plaît, suivez-moi dans la salle du trône du Seigneur Hadès » dit le chef de la faucheuse, faisant semblant de ne pas entendre James claquer sa langue. Ainsi, le conflit évité, James, Scatash et Irène suivirent l'escouade de la faucheuse vers la salle du trône. Après une courte marche, ils arrivèrent devant une grande porte à double battant. « Zut, elles sont énormes » dit James en regardant les portes. « Je me demande s'ils compensent quelque chose. » « Eh bien, ce n'est qu'un squelette, alors. » Alors que les faucheurs étaient tentés de matérialiser à nouveau leur faux, Scatash et Irène ne purent qu'esquisser un sourire ironique en secouant la tête. James exagérait grossièrement. Il était évident qu'il cherchait à attirer quelqu'un n'importe qui au pays des morts pour l'attaquer afin de pouvoir légitimement combattre Hadès. Après avoir fusillé James du regard avec une intention meurtrière, le chef des faucheurs se tourna vers les portes. Puis, après quelques respirations profondes, il annonça sa présence. « Seigneur Hadès, j'ai escorté les visiteurs » dit le chef de la faucheuse. « Faites-les entrer. » La voix d'Hadès résonna de l'autre côté des portes. Sur ordre d'Hadès, 2 des faucheurs ouvrirent les portes et révélèrent la salle du trône, choquant grandement James, Scatash et Irène par ce qu'ils virent et entendirent, considérant qu'ils ne pouvaient entendre que la voix d'Hadès avant que les portes ne soient ouvertes. En regardant par les portes ouvertes, Jacques et ses reines s'attendaient à voir Hadès assis sur son trône, tandis qu'il les regardait avec un air de supériorité. Et bien qu'il fût assis sur son trône, le dieu grec de la mort n'avait rien de supérieur à cet instant. De plus, ils entendirent une voix féminine furieuse réprimander Hadès comme s'il était un enfant rebelle. « Hadès, je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille » hurla une grande et belle femme à Hadès. « Je te croyais meilleur que ça. Chaque fois que les gens te comparaient à tes frères violeurs en série, je te défendais. Oui, tu m'as piégé pour que je vive ici, mais tu as toujours été si gentil avec moi. Je crois que maman avait raison. Tu n'es vraiment pas différent des autres. Je n'arrive pas à croire que tu aies retenu une femme captive pendant plus de 1000 ans. » Pendant ce temps, Hadès était simplement assis sur son trône, la tête baissée, tandis qu'il recevait la raclée de sa vie. Il était également intéressant de noter la présence d'une jeune femme, Lilith, allongée sur une table au pied de l'escalier menant au trône. Cependant, le trio était davantage concentré sur la femme qui criait et grondait Hadès sans que cela ne se reproduise. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais lorsque ces portes se sont ouvertes » dit James avec un air étonné sur son visage. « Est-il bien celui que je crois » demanda Irène, aussi stupéfaite que James. « En effet » répondit Scatash. « C'est Perséphone, reine du pays des morts, ainsi que déesse grecque du printemps, de la végétation et, plus récemment, des morts vivants. » Exactement ce que je pensais. Irène hocha la tête. Et cela ferait d'elle la femme d'Hadès. Correct, dit Scatash en hochant la tête. Perséphone était une femme qui semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cheveux noirs raides tombant dans le dos, une frange couvrant son front et des yeux verts vifs portant un diadème doré, un bracelet en or à chaque bras, une longue robe blanche conservatrice et des talons dorés. Alors que la brève conversation se déroulait à l'extérieur de la salle du trône, Perséphone entendit une voix familière. Puis, lorsqu'elle détourna un instant le regard d'Hadès, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Scatash » demanda Perséphone, un peu déconcertée de voir la femme qu'elle croyait liée au pays des ombres. « C'est vraiment toi. Scatash, tu m'as tellement manqué. » Un instant plus tard, Perséphone descendit l'escalier en direction de Scatash. Puis, lorsqu'elle fut suffisamment proche, elle se jeta sur elle, avec l'intention d'embrasser la femme qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'un millénaire. Populaire. Malheureusement pour elle, Scatash s'écarta, provoquant la chute de Perséphone dans l'espace qu'elle occupait auparavant et heurta le sol face contre terre. « Oh. Scatash, pourquoi as-tu évité mon étreinte » demanda Perséphone, les larmes aux yeux. « Premièrement, nous sommes ici pour affaires » dit Scatash sur son ton habituel. « Et deuxièmement, nous n'avons jamais été aussi proches. »« Ah oui. Mais je voulais être ton ami pour toujours. » Vint de Perséphone. Alors que Perséphone perdit tout intérêt à réprimander Hadès et décida de harceler Scatash avec des demandes d'amitié, Jacques et Irène, qui virent les sourcils de Scatash se contracter d'agacement, s'approchèrent du trône. « Prends-la et pars » dit Hadès en se frottant les tempes avec exaspération. « Et que vas-tu faire de ces démons que tu as créés en l'utilisant » demanda James. Soupir. « Je vais m'en débarrasser » dit Hadès, l'air extrêmement fatigué. « Si je ne le fais pas, ma femme va me harceler sans arrêt. » En voyant l'homme fatigué, épuisé, squelettique assis devant lui, James eut presque pitié de lui. « Tu sais, je suis venu ici en espérant avoir une raison de me disputer » dit James en regardant Hadès avec pitié. « Mais vu que tu es si fatigué, je te laisse partir pour l'instant. Je te ferai même une faveur. » James matérialisa alors le 6e sens à sa hanche. Sortant l'épée d'un quart de son fourreau, la lame exposée se transforma en feuilles semblables à des pétales. Puis, ils volèrent vers le château. Environ une minute plus tard, ils revinrent et reconstituèrent la lame. James rengaina alors l'épée.
Voilà, il ne te reste plus qu'à en jeter, dit James en souriant. Tu découvriras que toutes tes expériences avec le diable ont échoué, le cœur transpercé. Après cela, James se rendit à la table où Lilith était allongée, la souleva comme une princesse et quitta la salle du trône. Bon, puisque nos affaires sont terminées, rentrons à la maison, dit James. Fin du flashback égale. C'est la première fois que je cherche des ennuis et que je n'en trouve pas, pensa James en savourant la douceur des cuisses de Venlana. Bref, je vais faire une sieste. Après cette pensée passée, James frotta son visage contre les cuisses de Venlana avant de s'endormir paisiblement avec un sourire au visage. Chapitre 346, jour de remise des diplômes. Monde humain, Japon, Kyoto. Quelques semaines plus tard, James avait sauvé Lilith d'Hadès. Et aujourd'hui, James, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki, Reiya et Flora allaient être diplômés de l'Académie Kyoto. Cependant, aucun des 7 n'était particulièrement enthousiaste, compte tenu de ce qu'ils avaient traversé au fil des ans. Réunis pour la dernière fois dans leur classe, tous attendaient encore avec impatience la cérémonie. Soupir. Je suis si content que ce truc qu'on appelle le lycée soit enfin terminé, dit James avec un soupir de soulagement. Oui, et dans environ un mois, nous serons assis dans les amphithéâtres de l'université, dit Sona en ajustant ses lunettes. Oui, répondit Ria avec un petit sourire. Un instant plus tard, cependant, elle fronça les sourcils et reporta son attention sur James. Mais quand même, tu as dû aller dans une autre école. Eh bien, je pense que vous deux et vos nobles êtes largement assez forts pour superviser Kyoto sans moi, répondit James avec un sourire à la question visiblement irritée de Ria. Même si c'est vrai, je voulais aller à la même université que toi. Ria fit la moue. Pourquoi as-tu dû aller à Kyoto? Ne fais pas comme si tu étais si loin, Ria, dit Sona en levant les yeux au ciel. Puis elle regarda James avec une moue boudeuse. Mais je suis d'accord avec Ria sur un point, je voulais aller dans la même université que toi. S'avançant avec un sourire ironique sur son visage, James serra Ria et Sona dans ses bras. Ne t'inquiète pas, je reviendrai au manoir de Kyoto presque tous les soirs, dit James en tapotant la tête des deux filles tout en les serrant contre sa poitrine. D'ailleurs, j'irai avec lui à l'université de Kyoto, dit Flora avec un sourire radieux. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh, s'il te plaît, dit Akeno en levant les yeux au ciel. Si tu le gardes toute la journée, il sera probablement trop fatigué pour s'amuser avec nous en rentrant. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Akeno, dit Flora en serrant Akeno dans ses bras et en frottant sa joue gauche contre la sienne. On va juste étudier et passer du temps ensemble. Pourquoi serais-je trop fatigué pour toi ce soir? Correct. X5. En réponse à la déclaration apparemment innocente de Flora, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki et Reiya levèrent les yeux au ciel. Ce n'était un secret pour personne que la libido de Flora était très forte. Même si elle ne pouvait pas rivaliser avec l'endurance de James, il y avait de fortes chances qu'il se sente fatigué après une séance avec elle. Pendant ce temps, alors que les filles levaient les yeux au ciel face aux commentaires éhontés de Flora, les yeux de James furent attirés par la vue glorieuse de Flora et des seins d'Akeno changeant de forme alors que Flora serrait dans ses bras la beauté aux cheveux de jet. Peu importe combien de fois je vois une paire de beaux seins écrasés contre une autre paire de beaux seins, je ne m'en lasse jamais, pensa James, le sourire aux lèvres. Vous pouvez arrêter, toutes les deux, dit Sona en levant à nouveau les yeux au ciel. Sinon, James fera en sorte que la plupart d'entre nous soient en retard pour la remise des diplômes. Tandis que Reiya, la seule vierge du groupe, rougissait, Tsubaki détournait simplement le regard. Pendant ce temps, les yeux de Flora et d'Akeno pétillaient d'impatience. Ria, quant à elle, commença à frotter la tente qui se formait dans le pantalon de James, un sourire séducteur aux lèvres. Et toi, arrête de l'encourager, dit Sona en fixant Ria. Soupir. Même en ce dernier jour d'études, tu n'es toujours pas drôle, Sona, dit Ria en caressant une dernière fois l'érection de James avant de s'écarter à contre-cœur. Grogna Sona. Si un minimum de décence dans un lieu public signifie que je ne suis pas drôle, alors ça me va. Et puis, Mio-chan est la petite amie officielle de James au lycée, tu te souviens, fit remarquer Tsubaki, appuyant son argumentation, celle de King. Qu'est-ce que ça ferait pour elle si James se faisait surprendre en train de draguer une autre fille sur le campus? L'argument raisonnable de Tsubaki fit froncer les sourcils à Ria. Cependant, elle finit par laisser tomber. Que Mio soit sa cousine était un atout. Cependant, si cela avait été quelqu'un d'autre, Ria aurait peut-être repris là où elle s'était arrêtée, par dépit. En parlant de Mio-chan, je suis surprise que tu ne l'aies pas encore capturée, dit Akeno en masquant son sourire de sa main droite. Maintenant que j'y pense, tu n'as toujours pas rattrapé Rose-chan ni Shion. Eh bien, dit James avec un sourire en coin en se grattant la nuque. Mio a dit que ce serait un cadeau de fin d'études. Et Rose, par contre, s'est évanouie de honte quand je l'ai essayé sur elle il y a une semaine. Et Shion, soupir, je ne sais même pas où commencer à me ratatiner. Grogna Ria. À qui va-t-il offrir ce cadeau? Mio sera émerveillée et arborera un sourire insouciant quand tu en auras fini avec elle. Mais elle lui donne sa virginité, donc c'est un beau cadeau, non? Demanda Reiya. Soupir, je suppose que tu as raison, dit Ria avec irritation. Ne fais pas attention à elle, Reiya, dit Sona. Elle est juste contrariée parce que, grâce au cadeau de Mio, on ne fera probablement pas l'amour au bal de promo ce soir.
Une fois de plus, Rhea rougit à l'aveu de Sona de son corps. Au même moment, James la regarda avec perplexité. Pourquoi penses-tu ça? Demanda James, inclinant la tête, perplexe. Pourquoi c'est le grand soir de Mio ce soir? Demanda Sona, tout aussi perplexe. Tu t'attends vraiment à ce que maître me laisse passer la nuit avec Mio? Demanda James avec un sourire. Et tu crois vraiment qu'elle ne vous impliquera pas dans ses projets de rupture avec Mio? En entendant cela, les yeux de Rhea, Sona, Akeno et Flora s'illuminèrent. Après tout, c'était Scatash qui avait eu l'idée de passer le réveillon de Noël ensemble. Ils étaient donc sûrs de s'amuser ce soir. La promotion pourrait-elle se rendre au gymnase? La voix de Momo résonna dans le système de sonorisation de l'école. La cérémonie commencera dans une demi-heure. Je répète. Après l'annonce, le groupe a jeté un dernier coup d'œil autour de la classe. Puis, tout le monde a quitté la salle et s'est dirigé vers le gymnase. Eh bien, je suppose que ça touche vraiment à sa fin, hein, dit Akeno avec un sourire. Oui, et c'était plus amusant que prévu, dit Flora, le sourire aux lèvres. Je ne m'attendais pas à me faire de bons amis dans un nouveau pays après l'arrivée de mes parents. Tu ne t'attendais pas non plus à abandonner ton humanité, n'est-ce pas? Demanda Sona. Bien sûr, admit Flora. Mais j'espérais trouver un petit ami, perdre ma virginité et vivre des aventures sexuelles intenses et époustouflantes. Alors je crois que j'ai réussi. À cela, les autres petites amies de James ont ri. Frappé. Alors que le groupe continuait de marcher dans les couloirs de l'Académie Kuo et de parler de leur expérience à l'école, James s'est soudainement cogné le front avec sa paume droite, le bruit surprenant les 6 filles qui marchaient avec lui. James, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Rhea, agacée que le coup de poing de James la fasse sursauter. Quelque chose ne va pas, James? Demanda Sona, d'un ton inquiet. Soupir. Je viens de me souvenir de quelque chose, dit James en secouant la tête avec un sourire ironique. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Flora. J'avais oublié le corps de Lucifer au pays des morts, dit James d'un ton légèrement agacé. Cependant, pour ma défense, voir Perséphone crier ainsi sur Hadès était un peu perturbant. Immédiatement, les filles ont commencé à rire à l'idée qu'Hadès soit réprimandé comme un mari dominateur. Le pays des morts. Assis dans sa chambre abandonnée, Hadès éternua violemment. Ça va, mon mari? Demanda Perséphone, assise sur son trône à côté d'Hadès. Tu as attrapé un rhume? Je ne savais même pas que c'était possible. Je n'en ai aucune idée, dit Hadès, un froncement de sourcils se dessinant sur son crâne. Je vis depuis des millénaires, et c'est la première fois que j'éternue. Un instant plus tard, Hadès secoua la tête, décidant de mettre de côté l'idée de la façon dont un squelette pouvait éternuer. Puis il regarda le petit pot contenant un morceau de muscle, un cheveu, un ongle et un globe oculaire flottant dans un liquide bleu clair. Bon sang, maintenant je vais devoir faire un voyage aux enfers ou demander à ce monstre de revenir ici, dit Hadès d'un ton agacé. Même après ta mort, Lucifer, tu m'embêtes encore. Eh bien, si tu n'avais pas oublié de le donner aux disciples de Scatash quand il était ici, tu n'aurais pas eu à t'en soucier, dit Perséphone en souriant. Personnellement, je pense que tu devrais les rappeler. Comme ça, je pourrais revoir Scatash. Je crois que nous nous sommes très bien entendus la dernière fois. À l'insu de Perséphone, à l'Académie Kuo, Scatash frissonna. Une expression de colère apparut sur son visage, pour une raison qu'elle ne comprenait pas. Femme. À qui, selon toi, incombe la faute si j'ai oublié le pot contenant les restes de Lucifer? Demanda Hadès intérieurement. Si tu avais attendu la fin de la rencontre avec les démons, je me serais souvenu de poser le pot sur la table à côté de ta putain de femme. De plus, j'aurais pu montrer à ce garçon sa place dans le monde. Au lieu de cela, ma dignité a été détruite devant l'ennemi. Même si Hadès bouillonnait intérieurement, il ne manifestait jamais son mécontentement à Perséphone, il l'aimait et l'adorait trop pour cela. Au lieu de cela, il ne pouvait que l'écouter et observer en silence les progrès de son amitié avec Scatash. Monde humain, Japon, Kuo. Peu après avoir quitté la salle de classe, James et les filles arrivèrent au gymnase. Derrière la scène, des chaises pliantes étaient installées pour la classe de finissants. Une fois assis, le groupe poursuivit la discussion. Au fil du temps, les sièges se remplirent de plus en plus. De plus, les bruits du public résonnèrent derrière le rideau qui séparait la majeure partie de la scène du reste du gymnase. Finalement, le groupe de démons, grâce à ses sens supérieurs, put entendre des voix familières au-delà du rideau. Combien de temps cela va-t-il prendre? Résonna Lilith d'une voix furieuse. J'ai presque compris le schéma complet de ce boss. Je peux le battre aujourd'hui, j'en suis sûre. Allez, maman, dit Cassiel avec un sourire ironique dans la voix. C'est un grand jour pour James. Sa famille devrait être là pour le soutenir. HMPH. Peu importe, répondit Lilith, visiblement en désaccord avec la déclaration de son fils. Ces dernières semaines, Lilith avait noué de très bons liens avec la famille à Lavru. Elle considérait James comme son petit-fils. Et elle appréciait même Léona, la considérant comme sa belle-fille. Cependant, elle n'avait jamais considéré Cassiel comme son fils. Tout comme elle n'avait jamais considéré les autres ancêtres de la maison des 72 piliers comme ses enfants. Cassiel se sentait ainsi exclue. Malheureusement, elle ne pouvait rien y faire. Oui, dame Lilith, dit Sirzek, tandis que lui et Milika marchaient aux côtés de leur mère et de leur père.
Ils ont survécu à l'ennui de leur école humaine, nous devons donc les soutenir de tout notre cœur. Soupir. Tout va bien, dit Lilith, souhaitant visiblement être ailleurs. Alors, quand est-ce que Sotan et Jekun sortiront? Demanda Sorafal avec force. Je vais les soutenir sans relâche. À cet instant, James et Sona sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Puis, ils échangèrent un regard, se posant la même question. Tu lui as parlé de ça, était la question placée dans les yeux de James et Sona. En fait, James et Sona avaient pris soin de ne pas dire à Sorafal quand aurait lieu sa remise de diplôme. Vu son attitude le jour de la fête des pères, ils savaient qu'il serait probablement gêné si Sorafal assistait à la cérémonie. Malheureusement, ils ont oublié la présence d'une certaine femme enceinte qui aimait ennuyer les autres autant que possible physiquement. Alors que le désespoir brillait dans les yeux de James et Sona, Ria, Akeno, Tsubaki, Reia et Flora riaient doucement, attendant le chaos que la présence de Sorafal apporterait sans aucun doute. Nous demandons à tout le monde de prendre place, la cérémonie de remise des diplômes de cette année va bientôt commencer. La voix de Xenovia résonna dans le système de sonorisation du gymnase. Suivant les instructions, les familles des diplômés prirent place. Quelques instants plus tard, le rideau de scène se leva, révélant la promotion, le conseil des élèves, les enseignants et le reste du personnel. Une fois le rideau suffisamment haut, James et les filles virent Sorafal ouvrir la bouche, prévoyant sans doute de crier quelque chose d'embarrassant à James et Sona. Soupir. La journée va être longue, murmura James. Chapitre 347, les lois du monde. Monde humain, Japon, Kuo. Cela fait quelques mois que la 3e année de l'Académie Kuo a été remise des diplômes, et nous sommes le 18 juillet. Durant cette période, les élèves de 3e année de l'Académie Kuo ont poursuivi leurs études universitaires. Tandis que Ria, Sona, Akeno, Tsubaki et Reia sont restés à Kuo pour étudier à la section universitaire de l'Académie Kuo, James et Flora sont allés à Kyoto pour étudier à l'université de Kyoto. Au même moment, tous les autres démons progressèrent d'un an. Les plus jeunes démons de l'Académie Kuo étaient désormais en 2e année. Étonnamment, aucun autre démon ne rejoignit l'école après cela. Cependant, 2 nouveaux membres de la communauté surnaturelle firent leur apparition. La première était le fait de l'équipe Vali, entrée à l'académie en 1re année. La seconde était Kunu, la fille de Yasaka, également en 1re année. Tandis que le fait était heureuse d'aller quelque part et de se faire des amis, Kunu était désespérée. Au départ, elle voulait rejoindre Kuo pour pouvoir voir James tous les jours. Malheureusement, James n'avait pas encore décidé dans quelle université il irait lorsque Kunu fut accepté à l'académie Kuo. Heureusement, James retournait plus souvent au domaine d'Alavru, dans le monde des humains. Étonnamment, après la mort de Rizvim, l'équipe DXD ne s'est pas dissoute. Elle a plutôt été utilisée comme unité de force spéciale par l'alliance des 3 factions. Si un problème devait être résolu secrètement ou par la force, l'équipe DXD était appelée à intervenir. Pendant ce temps, après que James eut atteint le rang de roi-dieu, Esline, alias Grande Rouge, commença à le pousser à s'entraîner davantage. Elle avait décidé qu'il serait son partenaire, mais seulement lorsqu'il atteindrait le rang Apocalypse. Malheureusement, c'était une tâche bien plus difficile que de passer du statut de simple mortel à celui de roi divin. Sachant que pour atteindre l'étape suivante, un être devait non seulement maîtriser un concept ou une loi, mais aussi l'incarner, James ne savait pas par où commencer. À son avis, des êtres comme Esline, Ophi et Triexa avaient la vie facile. Ils étaient tous nés en incarnant respectivement le rêve, l'infini et la fin. James, quant à lui, savait qu'il manipulait la matière grâce à sa capacité de ligner. Mais il ignorait totalement ce que signifiait incarner ce concept. Aujourd'hui, cependant, elle décida que tout cela n'avait plus d'importance. Tôt le matin, peu après avoir quitté la résidence Yasaka pour se rendre en cours, elle reçut un message de son père, Cassiel, lui demandant de rentrer rapidement. « Papa, je suis sur la propriété, où es-tu » demanda James, s'adressant à un cercle de communication à sa droite. « Quoi ? Non, tu ne le es pas » répondit Cassiel par l'intermédiaire du cercle de communication. « Je suis exactement là où tu te téléportes habituellement. Et il n'y a aucun signe de toi. » En entendant cela, James laissa échapper un soupir exaspéré. « Papa, tu ne m'as jamais dit où tu étais, » dit James, exaspéré. « Par chez toi, tu veux dire le domaine des enfers, n'est-ce pas ? Où pourrais-je parler d'autre ? Demanda Cassiel, affolé. Peu importe. Viens ici. C'est important. Sur ce, Cassiel mit fin brusquement à la conversation. Pendant ce temps, James ne pouvait que fixer sa main, où se trouvait la boucle de communication, stupéfait et émerveillé. Soupir. Je crois que maman a perdu les os, pensa James en baissant la main, un sourire aux lèvres. Je ferais mieux d'y aller avant que papa ne rende le médecin fou. Sur ce, James créa un cercle de téléportation sous lui. Puis, dans un éclair de lumière, il disparut, se téléportant aux enfers. Enfer, territoire d'Alavru, domaine d'Alavru. Lorsque James arriva à la salle de téléportation d'entrée désignée, une fonctionnalité que Skatash avait aidé Cassiel à mettre en place avec ses runes, il vit son père et Skatash l'attendre à l'entrée de la pièce. Bonjour, dit James en désignant son père et sa reine d'un signe de tête. On n'a pas le temps, viens avec moi, dit Cassiel frénétiquement, flash stepping vers James, attrapant son bras, puis flash stepping s'éloignant. Pendant ce temps, Skatash ne pouvait que secouer la tête, exaspéré.
Léona était en train d'accoucher, pas de mourir. Elle ne comprenait pas pourquoi Cassiel était si tendu. Ce n'était même pas la première fois qu'elle vivait une telle situation. Je devrais peut-être demander à Sirzek de me laisser l'entraîner, murmura Skatash en suivant le duo père-fils. Ça ne lui servirait à rien de se mettre en colère aussi facilement. Au même moment, tandis qu'il traînait James à travers les couloirs de la résidence vers l'infirmerie, Cassiel se mit à trembler violemment. Puis il perdit l'équilibre et s'écroula face contre terre. Heureusement, James parvint à libérer son bras de l'emprise de son père avant que Cassiel ne tombe et ne glisse, le visage contre terre, le reste de son corps flottant légèrement au-dessus du sol. Aïe! Ça va laisser une trace, dit James avant de courir vers son père. Arrivé près d'un homme affalé par terre, James reprit la parole en se penchant pour aider son père à se relever. En fait, je suis plutôt impressionné, papa. Quand as-tu appris à faire le flash step? Burke. C'était une première, en fait, gémit Cassiel en se frottant le visage. Mais je ne suis pas très doué. Saisissant le bras de son père, il lui frottait le visage, James le laissa presque tomber lorsqu'il vit le tapis qui allait de la racine des cheveux de Cassiel jusqu'à son menton prendre feu. Zut, papa. Ah ah ah. James éclata de rire en voyant la tête de Cassiel. J'espère que ce n'est pas la tête que tu feras à mon nouveau frère quand tu le verras enfin. La raison pour laquelle James était si vague à propos de son nouveau frère était simple, Cassiel et Léona, comme à sa naissance, avaient décidé de ne pas connaître le sexe du bébé avant sa naissance. Oh, tais-toi, James, dit Cassiel, masquant son embarras derrière une pointe de colère. Utilise ton kido guérisseur et occupe-toi de lui pendant qu'on va dans la chambre où se trouve ta mère. D'accord, dit James, sa main s'illuminant lorsqu'il la posa sur le visage de son père. Allons-y. James et Cassiel décidèrent donc de marcher jusqu'à l'infirmerie où Léona devait accoucher. En chemin, Skatash les rattrapa et les accompagna tout au long du chemin. Pendant ce temps, Skatash observait Cassiel de haut en bas, comme pour l'évaluer. Skatash, pourquoi me regardes-tu comme ça? Demanda Cassiel d'un ton gêné. Pendant ce temps, James observait les deux, ayant une bonne idée de la direction que cela prenait. Je suis en train de planifier le meilleur programme d'entraînement pour toi, répondit Skatash. On dirait que tu te perds facilement dans ce genre de situation. Cela pourrait être préjudiciable dans les situations graves. Cassiel comprit immédiatement pourquoi il s'était mis à trembler un instant plus tôt. Puis il regarda son fils d'un air suppliant. James, de son côté, détourna le regard, essayant de cacher le sourire malicieux qui se formait sur ses lèvres. En fait, j'ai récemment été nommé entraîneur du Seigneur Lucifer, dit Skatash après avoir vu l'expression sur le visage de Cassiel. Tu ne seras donc pas le seul à t'entraîner. Cela inclut aussi ton roi. Enfer, territoire de Satan, état de Lucifer. Bien que Cassiel se sente mieux en sachant qu'il ne recevrait pas toute l'attention de Skatash, dans son bureau personnel au sein de son domaine, Sirzek frissonna aussi violemment que Cassiel quelques minutes auparavant. Pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression qu'accepter la suggestion de Skatash était une mauvaise idée, se dit Sirzek en parcourant une montagne de paperasse. Qu'est-ce que c'est? Le conseil fait pression pour que James reçoive un 3e titre de noblesse? Je ne peux pas nier qu'il a introduit de puissants diables réincarnés dans la société démoniaque, mais je n'ai même pas encore mon 2e titre de noblesse. Laissant le document de côté, Sirzek savait qu'il devrait en parler avec le reste des Satans, y compris James. Enfer, territoire d'Alavru, domaine d'Alavru. Lorsque James, Cassiel et Skatash arrivèrent à l'infirmerie, James fut surpris de voir tous les résidents du domaine d'Alavru dans le monde des humains. Il y avait aussi des membres de sa noblesse qui ne vivaient pas sur le domaine. Vous avez tous séché les cours aujourd'hui? Demanda James avec un sourire. Cependant, avant que quiconque puisse répondre à la question de James, un cri fort, rempli de douleur et de colère, résonna dans la salle d'attente. Cassiel, espèce de fils de pute, hurla Léona, son cri résonnant dans toute l'infirmerie. Je vais te tuer pour m'avoir fait ça. Et si je ne le fais pas, je t'arrache les couilles pour que ça n'arrive plus jamais. Tandis que Cassiel tremblait de peur dans ses yeux, tous les autres dans la pièce le regardaient avec joie. Même si tout le monde savait que Léona ne ferait rien à Cassiel après son accouchement, entendre un tueur inconnu hurler qu'il allait vous tuer pouvait être un peu effrayant. Normalement, ne jamais avoir entendu parler de quelqu'un signifie que sa réputation est catastrophique. Cependant, pour un assassin, c'est l'une des meilleures réputations qu'il puisse avoir. Pendant les 14 heures qui suivirent, tous ceux qui n'avaient pas de tâches urgentes restèrent dans l'infirmerie, attendant la fin du travail de Léona. Le temps passant, les insultes et les menaces de mort de Léona envers Cassiel continuèrent. Bien que la longueur du travail et les menaces de mort aient rendu Cassiel de plus en plus nerveux, James fut surpris. Zut, ça fait 14 heures et pas une seule fois maman n'a proféré un juron ou une menace, dit James avec amusement. Je me demande combien elle en a dans sa manche. Tu ne peux pas prendre ça plus au sérieux? Demanda Cassiel, les nerfs à vif après 14 heures d'attente. Bien que James ait passé la majeure partie des 14 heures passées dans la salle d'attente à jouer, il prenait la sécurité de sa mère plus au sérieux que quiconque. À tout moment, sa perception s'étendait bien au-delà des murs du domaine, observant chaque présence dans son champ de détection. Cependant, avant que James ne puisse faire un autre commentaire spirituel en réponse à la question de son père, les cris forts d'un nouveau-né résonnèrent dans la salle d'attente. Cassiel disparut aussitôt de son siège à côté de James, réapparaissant devant la porte où Léona venait d'accoucher.
Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, et derrière elle se tenait le médecin qui avait accouché de son deuxième enfant. Momentanément surpris de voir Cassiel debout dans l'embrasure de la porte, le médecin recula inconsciemment. Cependant, après avoir reconnu Cassiel, il se calma rapidement. « Félicitations, monsieur Alavru, dit le médecin avec un sourire las. Votre femme a donné naissance à une petite fille en pleine santé. » En entendant cela, Cassiel soupira de soulagement. Au même moment, le médecin s'écarta, permettant au père anxieux de voir sa fille nouveau-née. Un instant plus tard, après que Cassiel fut entré dans la pièce, le médecin revint à la porte. « Seigneur Sataniel, votre mère souhaite que vous entriez également, dit le docteur avec encore plus de respect dans son ton. Naturellement, James n'eut pas besoin qu'on lui dise qu'il pouvait entrer dans la pièce. Bien que moins rapide que Cassiel, il se dirigea vers la porte dès que le cri de sa petite sœur se fit entendre. Arrivé à la porte, James sourit, hocha la tête et tapota l'épaule du médecin. « Merci pour votre travail acharné, dit James en passant devant le médecin et en entrant dans la salle médicale. Lorsque James fut dans la chambre, il vit Venlana, Rhea et Cassiel debout autour du lit où, il était sûr, sa mère était allongée. Sur le côté de la pièce, Greffia nettoyait soigneusement la petite fille nouveau-née. Alors que James se dirigeait vers le lit, Greffia venait de finir de laver le nouveau-né. Arrivé auprès de son père, James arriva juste à temps pour voir Greffia tendre la petite fille à Léona. Bien que visiblement épuisée, Léona accueillit le bébé d'une main ferme et avec un sourire affectueux. Lorsque James put observer le bébé, il fut stupéfait. Pour une raison qui lui était inexplicable, il ressentit avec l'enfant dans les bras de sa mère un lien plus profond qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quand il pourra parler, s'il me le demande, je cueillerai une étoile dans le ciel, pensa James. Pendant ce temps, tandis que James était perdu dans ses pensées, Léona autorisa tout le monde à serrer la petite fille dans ses bras. James reprit enfin ses esprits lorsque Venlana lui tendit le bébé. Heureusement, il était suffisamment attentif à ce que disaient les autres pour savoir qu'il n'avait pas mentionné le nom du bébé. « Maman, papa, comment s'appelle-t-elle » demanda James en fixant sa petite sœur dans les yeux, qui, il en était sûr, ne pouvait pas le voir. « Oh, c'est vrai, dit Léona dans un cri étouffé. Elle s'appelle Alia. Alia Alavru. » Sur ce, James sourit encore plus largement. Puis, tenant Alia d'une main, il lui donna un léger coup de poing dans le nez. « Salut Alia, je suis ton grand frère James, dit James avec un sourire passionné. Dès que James a parlé, Alia a semblé sourire, faisant comprendre à James ce qui se passait. Zut, ça doit vraiment être une loi de ce monde, pensa James en regardant la belle fille dans ses bras avec un sourire suffisant. Quiconque dépasse un certain niveau de pouvoir est un véritable escroc. Fin.